Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique d'un film muet. Je ne parle pas trop de films de cette époque, mais c'est un cinéma fascinant qui propose beaucoup de choses et à ne pas sous-estimer parce que c'est vieux. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de The Black Pirate, le pirate noir, un film sorti en 1926 de Albert Parker. Un film produit par Douglas Fairbanks, écrit par Douglas Fairbanks et joué par Douglas Fairbanks. Il y a aussi Billy Dove dans le film, dans un rôle féminin. C'est un film qui a coûté 1,3 million de dollars. C'est une estimation, c'était quand même un gros budget pour l'époque. Il a été bien accueilli par la critique. Il dure 1h34 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h34 ? Eh bien c'est un rescapé d'un abordage, un duc qui va côtoyer la piraterie de très près. Alors je n'avais pas vu de film de Fairbanks en entier avant celui-ci, je n'ai pas vu beaucoup de vieux films ces derniers temps, mais je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de voir un très vieux film de pirate pour savoir un peu d'où nous venons, d'où vient ce type de film. Alors c'est un scénario très simple qui se déroule dans peu de lieux. C'est une histoire de vengeance, d'un survivant d'un abordage. Il y a des enjeux dans le film, c'est très bien écrit mais c'est aussi classique. Et l'objectif, et c'est ça qui est très curieux, c'est que il est rempli 30 minutes après que le film ait commencé. Alors je me suis dit quoi ? Qu'est-ce qui va se passer dans le film ? Parce qu'à un moment, voilà, l'objectif, il est rempli, il a cherché vengeance, et après, c'est bon, il a sa vengeance. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il y a l'arrivée d'une femme qui complique tout de suite tout. Comme ils disent souvent dans les films de pirates, une femme à bord, ça porte malheur. Et il y a de bonnes situations, je vous dis pas trop quoi, mais des trucs, je me suis laissé surprendre en fait. Je me suis dit, c'est très bien pensé. C'est une écriture qui est quand même assez intéressante, même avec le regard d'aujourd'hui. Douglas Fairbanks revit son passé, mais de l'autre côté, du côté obscur, du côté de la piraterie, parce qu'au début, il est attaché à un mât. Et on a les pirates, voilà, qui sont en train de prendre le butin et tout ça. Et quand lui, il est du côté des pirates, parce qu'il a pris le commandement d'un vaisseau, et bien lui aussi, il fait un abordage et il se passe exactement la même chose, mais sauf que lui, il est en train de voir les pirates en train de ligoter les gens sur le mât et il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mon Dieu, je deviens un pirate. Ça, c'est super intéressant. Mais bien sûr, c'est un scénario qui se focalise beaucoup sur la star et c'est un peu normal puisque c'est la star elle-même qui a écrit le récit. Il y a une influence sur le corsaire rouge que nous verrons un peu plus tard. Une influence aussi, ça c'est certain, sur Pirates des Caraïbes. Il y a même des scènes qui sont reprises carrément parce que c'est un classique américain. C'est un classique. Ce film, c'est un classique, je le pensais pas, mais en cherchant un petit peu dans les films de pirates tendance, eh bien ce film revenait souvent. Donc je suis très content de l'avoir vu. C'est aussi un film dans lequel nous avons un type de jeu d'acteur que nous avons bien entendu plus aujourd'hui, le surjeu, parce que nous sommes à l'époque du muet. Donc, les acteurs muets devaient surjouer les émotions et surjouer les situations pour que nous comprenions sans avoir besoin de carton. Ces espèces de textes qui apparaissent entre les images. Et ce n'est qu'en 1927 que la voix des acteurs apparaissait dans Le chanteur de jazz. Douglas Fairbanks est une des premières stars américaines, très populaire déjà en 1918. En 1922, il fait Robin des Bois, grand succès, et Le voleur de Bagdad, ultra connu aussi en termes de films muets, des films muets très connus, en 1924. Il a créé avec Mary Pickford et Charlie Chaplin la United Artists en 1919, une société de distribution pour avoir une liberté artistique. Et The Black Pirate a été distribué par cette compagnie. Douglas Fairbanks, donc dans le film, jouant au pirate. Mais c'est un pirate gentleman. Il ne tue pas, il laisse le pirate se tuer lui-même sur une épée que Fairbanks a plantée au sol. C'est un mec qui a aussi du culot. Et il n'hésite pas à se jeter dans la gueule du loup. Il exulte le Fairbanks, il rit beaucoup aussi dans le film. Quand Fairbanks est en danger, mais un vrai danger, il rit. Il ne dit pas juste je ris face au danger, il le fait vraiment. On sent vraiment sa joie de tourner dans un film. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il fait ses cascades lui-même, avec une folle scène d'abordage où il aborde un bateau tout seul. C'est complètement épique ce moment. Il y a une scène où il passe au-dessus d'une rambarde alors que les autres prennent un escalier, c'est complètement fou. C'est des acrobaties super impressionnantes de Fairbanks, parce que là, c'est réel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fond vert, on n'a pas de cascadeurs, ce sont les acteurs qui sont de véritables performeurs. Et c'est ça aussi ce qui est très beau avec ces premiers cinémas, c'est qu'il y a de véritables prises de risques et des cascades réelles. Et ça
c'est super impressionnant. Ce sont les hommes d'action de l'époque et c'est très agréable de les regarder. En plus, bien sûr, d'être témoin de son époque des canons de beauté. Aujourd'hui, ce serait un peu difficile de draguer avec son physique, mais à l'époque, c'était vraiment le canon de beauté, c'était le beau gosse, voilà. En plus d'être un acteur athlétique. Alors qu'aujourd'hui, les stars sont tellement importantes qu'on ne risque même plus rien avec elles. Elles ne font plus leur cascade, le fond vert n'existait pas. Et donc, il y a un énorme travail de maquette. Ça se voit dans certains plans et dans d'autres plans, c'est assez bien fait. Je parle beaucoup de lui, bien sûr, de Douglas Fairbanks, mais c'était quand même la grosse attraction dans le film. Il y a une grande agilité de la part de ce mec. L'historien du cinéma américain, Rudy Belmer, évoquait la volonté de Fairbanks de toujours vouloir garder la forme. Et sa forme fine et athlétique, hein, pas comme Errol Flynn qui faisait du trafic d'alcool sur le tournage. Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, quoi ? Errol Flynn était alcoolique? Mais alors que ça se sait, mais moi je ne savais pas du tout. Mais c'est génial. Et c'est ça aussi, de faire des recherches en détail. Quand on fait une critique, on rentre dans des filmographies et on trouve des détails très intéressants qui expliquent plein de choses, qui nous ouvrent des possibilités d'ouverture, de compréhension des films et des carrières des fois entières des personnages. Et ça c'est génial. Il est accompagné de Billy Dove qui joue une demoiselle en détresse. Elle a l'air un peu perdue, mais c'est vrai que l'actrice, elle donne l'impression de ne pas avoir grand chose à faire. C'est l'histoire de la princesse à sauver, une princesse qui a un rôle limité. Et c'est pour l'époque une femme à tomber par terre. Et aujourd'hui, force est de constater que nos goûts ont bien changé. Mais il y a certains plans, je trouve, qui font encore de l'effet. Pas que de l'effet aux spectateurs, elle fait aussi de l'effet aux pirates qui ont de ses envies. Et en plus, il y a un truc trop marrant, c'est qu'il y a une espèce de running gag au milieu du film. Il y en a un qui veut vraiment se la choper, la princesse, dans sa cabine. Elle vit recluse dans sa cabine. Et le mec, il a tellement envie qu'il risque sa vie pour passer par la fenêtre pour se la faire. C'est trop marrant. Et il y a une chose folle que je ne savais pas, c'est Mary Pickford qui refusa de laisser Billy Dove tourner la scène du baiser avec Douglas Fairbanks parce que, tout simplement parce que Mary Pickford était mariée à Fairbanks depuis 1920. Et donc c'est elle qui remplace Billy Dove pour le baiser de fin. Ce n'est pas l'actrice pendant tout le film. Et c'est une réunion bien sûr en image du couple. Ça fait un peu People dans les vieux films. Ce serait elle donc qui aurait joué cette scène, même juste ce plan, après avoir endossé le costume de Billy Dove. Après, cette anecdote peut toutefois avoir été inventée de toutes pièces pour la promotion du film, car rien n'est vraiment visible à l'écran. Ils avaient déjà pour l'époque un sens du marketing incroyable. C'est aussi un film assez innovant puisque nous avons du Technicolor. En 1926, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était un truc de fou. Ce n'est qu'en 1932 qu'on commence à voir les premiers films en Technicolor trichrome, avec le film de Disney, Des arbres et des fleurs, qui est un court-métrage plus précisément somptueux. Ici, dans The Black Pirate, nous avons la technique bichrome. C'est un film qui fait preuve d'innovation, donc on n'avait jamais vu des films muets en couleur, et je dis bien en couleur. Pas des plans unichromes comme Intolérance. Il y avait bien sûr des expérimentations bien avant, même avec Méliès, de films en couleur. Mais c'était colorié à la main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à la main. Mais bien sûr, c'était coûteux parce qu'il fallait dépenser de l'argent pour faire des tests de couleurs avant de faire le film. Et on engagea un acteur connu pour donner de la visibilité au nouveau procédé. Déjà, ils avaient un sens du marketing assez développé. Maintenant que j'y pense, avant, c'est quand même dingue, hein, mais ça marche. Ça marche. Le problème, c'est que les deux bobines étaient collées pour donner une couleur pour une bobine et une autre couleur pour l'autre bobine et coller les deux. Mais à des fois, c'était pas pile poil bien collé et ça donnait un espèce de relief raté. Et la projection aussi posait des problèmes parce que les pellicules composées de deux positifs collés l'un sur l'autre, elle était trop épaisse et ça s'abîmait très rapidement. Le procédé Technicolor a été amélioré par la suite et deux positifs teints étant tirés sur un seul positif final. Et malgré ce pas en avant, les recettes du Technicolor baissent. Et la mauvaise qualité de l'économie américaine, le marché saturé par l'invention du parlant. Alors il y avait des copies en noir et blanc qui furent longtemps les seules visibles, mais ce n'est qu'en 1975 que la version couleur restaurée fut à nouveau visible. Le film a un début super violent en plus, en termes de couleur, puisqu'on a un mec qui avale une bague. Bon, alors on a le chef des pirates qui dit dans un plan fixe à un troufion d'aller s'en occuper. Or il y a le troufion qui sort, bon,
Ok, il sort du champ. Après, il revient tout de suite dans le champ avec les mains pleines de sang et il donne la bague au chef. C'est complètement horrible. Et ça, là, avec la couleur qui ressort, c'était vachement gore. On a un film gore en 1926. Non, mais c'était vachement dégueulasse. Hein. Voilà, et ça, c'est la puissance de la couleur. Au-delà de ça, ça reste un film très classique avec un montage alterné qui est déjà bien élaboré, un combat en plan séquence ou en champ contre champ, quelques mouvements de caméra intéressants comme un panoramique, c'est vrai, il y avait un panoramique assez intéressant. Il y a cette espèce de violeur là dont je parlais, qui est encore ce mec, hein, bien sûr. Il est proche d'assouvir sa pulsion sexuelle. Ah, vous y attendez à ça. Voilà, et il meurt comme un con, voilà. Et on sait pas pourquoi. Et après on panote, c'est-à-dire on va de la droite vers la gauche, voilà, avec un mouvement de caméra, et on voit Fairbanks avec un flingue et c'est lui qui lui a atterré dessus. Et on a toutes les informations dans un seul plan, dans un mouvement efficace qui est porteur de sens. Ça c'est génial. On a aussi des cartons, comme je disais, ce sont ces textes qui viennent présenter la scène avant qu'elle se déroule, et qui sont aussi présents ces cartons pour des dialogues nécessaires. Nous avons aussi de très beaux décors, c'est un grand spectacle hein, pour l'époque, donc il y a voilà des gros décors, des cascades époustouflantes, notamment quand elle prend le navire d'assaut tout seul. On a des plans dans l'eau aussi, c'est très impressionnant pour l'époque. Hein. On a l'origine des images de pirates, clichés j'ai presque envie de dire, mais de choses qu'on voit partout dans les films de pirates, par exemple quand Douglas Fairbanks descend du mât en plantant son poignard sur la grande voile, c'est une image super connue. Et aussi le canon qui est poussé dans l'eau et qu'on voit Fairbanks qui décolle, ça c'est quelque chose qui je crois avait été repris dans Pirates des Caraïbes. Et il y a un truc à la fin, alors ça c'est tellement fou. À la fin, voilà, il doit sauver de nouveau la princesse, sauf qu'il est plus dans le bateau. Donc il arrive via un autre bateau. Mais le pire, c'est qu'on voit la gueule de l'autre bateau. Oh, quand j'ai vu la gueule de l'autre bateau, je me suis dit mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une galère! Le bateau qui arrive, c'est une galère, avec des mecs habillés comme dans Jason et les Argonautes. Alors qu'on est dans un film de pirates, on croirait que Douglas Fairbanks est tellement épique qu'il est allé dans une autre époque pour chercher son bateau, et t'as tous les mecs habillés, mais vraiment en grec, je sais pas, et c'est mais complètement fou, une galère. En plus, c'est le truc trop rafistolé. On va dire que c'est une galère d'un autre film, genre de le studio d'à côté, quoi. Oh, vous auriez pas un autre bateau? Oh, bah ok, on vous passe celui-là. Voilà, alors les mecs ils rament, et juste au bout, pour faire genre c'est un film de pirates, ils ont placé un espèce de petit canon tout minable. Mais c'est complètement fou. Les mecs, ils avaient quand même des idées de fous hein, à l'époque. Maintenant, on dit ouais, il y a des idées complètement loufoque et tout ça, mais même à l'époque ils s'en tenaient déjà une couche hein. Ah là là, Hollywood. Et je vous parle même pas de la musique, parce que justement elle n'est pas arrêtée, elle varie en fonction des éditions de DVD, de support, et c'est souvent une musique d'orchestre. Ça veut dire que la musique est générique, et donc ça veut dire qu'on peut mettre ce que l'on veut à la place. Et moi quand j'ai regardé le film, j'ai mis Kung Fu Panda, et c'était complètement épique. Pour conclure, c'est un classique de chez classique, avec des batailles navales, des combats de sabre, de la romance, de l'héroïsme. C'est un film assez mature, plein d'émotions, d'aventures et de violence. Je pensais pas voir ce film en fait, je pensais pas voir autant de contenu dans ce dernier. Ça reste beaucoup plus gestuel que dans les films sonores, ça reste aussi très artificiel, mais j'ai plutôt bien aimé, je lui mets un 14,5 sur 20. Je pourrais encore monter, mais je pense que ce film représente tout ce que le film de pirate tend à être, une histoire classique, romanesque d'aventure. Et ceux qui n'ont jamais vu de film avec Douglas Fairbanks, regardez celui-ci. C'est une légende et en regardant ce film, on comprend pourquoi. Il doit y avoir des gens dans l'assistance qui ne connaissent pas Douglas Fairbanks, eh bien regardez ce film. Il est disponible sur YouTube. De toute façon, je pense pas que vous le trouverez en HD celui-là. Peut-être que si, hein, mais vraiment regardez, il est superbe. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres films de pirates et d'autres vidéos. Allez, salut!